Bonjour, bonjour à tous et bonjour Marion. Bonjour Emma, bonjour à tous. Merci de te rendre disponible aujourd'hui pour nous parler du postpartum. L'idée, c'est que on puisse parler de la façon dont on peut se préparer au mieux au postpartum avec tout le volet psychologique. Donc, je vais te laisser te présenter, mais toi, tu interviens aujourd'hui au titre de psychologue clinicienne et de psychothérapeute accréditée en EMDR, et notamment par rapport à toute ta spécialité. Tu vas nous en parler, mais toute ta spécialité sur la prise en soin du traumatisme chez les femmes. Je te laisse la parole parce que tu as plein de choses très intéressantes à nous partager aujourd'hui. Oui, bonjour. Moi, je suis effectivement Marion, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute MDR et je travaille depuis bientôt 12 ans dans le milieu de la périnatalité. Donc, c'est une passion qui commence à dater un peu. Euh, je crois que j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Et je reçois en consultation essentiellement des femmes qui traversent des épreuves tant sur le versant gynécologique, obstétrique et périnatal. C'est avant tout périnatal, et puis en fait, en partant de la périnatalité, je me suis aperçue que c'était difficile de ne pas aussi considérer l'aspect gynécologique et obstétrical, bien évidemment, des femmes. Alors bien évidemment, quand on prend en soin une femme ou une jeune maman, ou même une future maman, ça peut être aussi en anténatal, c'est difficile de la prendre en soin seule, donc elle vient souvent ou en tout cas elle porte un enfant virtuel, ou en tout cas ou peut-être qu'elle a accouché, nouvellement accouché, ou il y a aussi le coparent dans le paysage à considérer. Donc c'est vraiment un accompagnement global avec une salle de consultation qui est assez grande pour accueillir les poussettes, les tapis d'éveil, les transats et toutes sortes de choses jusqu'à peu près aux 3 ans de l'enfant. Après, je passe la main à des collègues qui sont bien formés, voire mieux formés que moi, à la psychologie de l'enfant. Voilà. D'accord. Voilà. J'ai eu un DU de psychiatrie périnatale en 2020 qui a bien assis en tout cas mes connaissances et qui s'est consacré à la rédaction d'un mémoire sur la prise en charge des accouchements traumatiques en EMDR. Voilà, Très vous bien. savez tout. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi on va parler? Enfin, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Oui, tout à fait. On va parler du postpartum. Nous allons parler de cette étape de vie un peu cruciale, un peu comme une phase de développement, de crise identitaire, de comment s'y préparer, quels sont les enjeux de cette période de vie, euh, quelles sont la psychopathologie aussi, quelle est la psychopathologie du postpartum, hein, vers quelle pathologie on peut aller, et, comment se faire soigner aussi, comment se faire accompagner. Quels sont les acteurs du réseau aussi, vers qui s'orienter en fonction de quelles problématiques si on va aborder. Parce que la périnatalité, c'est un maillage, c'est un réseau. On ne fait pas toute seule, on ne travaille pas toute seule, au même titre qu'une maman n'est pas seule, en fait. Elle est en lien. De quoi on va parler d'autre? Des forces, de la résilience, des traumatismes parfois. Euh, Hmm. c'est pas mal déjà, non? C'est pas mal déjà. Et j'ai envie de dire, peut-être que pour démarrer, je peux te demander de nous donner une définition du postpartum. Il y en a certainement plein, mais en tout cas de nous donner la tienne. Oui. Alors, celle qui me convient et qui n'est pas unique, hein, mais qui en ce moment représente un petit peu ce que je pense, c'est une période de vie. Le postpartum est une période de vie euh, dans laquelle tous ceux qui décident de la passer sont vulnérables. On peut aussi vivre un postpartum même sans bébé, hein, malheureusement, je tiens aussi à le préciser. Le Hmm. postpartum après un deuil périnatal est un postpartum et reste un postpartum, en plus du deuil. Mais de manière générale, c'est une période de vie où l'on devient parent, qui dure 3 ans. Hein, je reprends les termes de Anna Roy, sage-femme Hmm. qui se bat depuis longtemps pour faire valoir le fait que le postpartum dure 3 ans, et ce pour 1000 raisons, dont on abordera certaines dans cette présentation. Donc c'est une période de réaménagement psychique en fait et affectif qui permettent à des adultes de devenir parents. Devenir parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres répondre aux besoins de leurs enfants. Les besoins sont de 3 ordres. Ça va être le besoin nourricier, hein, donc, qui répond aux besoins primaires, l'alimentation, le sommeil, le change, la sécurité bien évidemment, l'attachement, la vie affective et la vie psychique.
Voilà. Et il y a plusieurs étapes dans le postpartum. De plus en plus, je le distingue parce que selon à quel moment j'accueille les femmes dans ma salle de consultation, elles ne sont pas toutes au même stade. C'est pas des stades, c'est des étapes. Voilà. Elles ne sont pas toutes aux mêmes étapes. Moi, j'ai plutôt l'habitude de distinguer 4 phases, 4 étapes différentes. On est parti sur les étapes? On est parti. Alors, la première étape va être l'accouchement. Je tiens à le préciser, l'accouchement est une étape, c'est pas une fin en soi, pardon. L'accouchement est souvent visualisé comme l'aboutissement de la grossesse. Mm. Où, bien évidemment, on a à la clé la rencontre avec notre petit, euh, et c'est génial. Par contre, l'accouchement est une étape parce qu'elle va ouvrir la porte du postpartum. Donc c'est comme un pont finalement entre l'anténatal et le postnatal. Et j'ai remarqué que comme on accouche, on rentre dans le postpartum. Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, au plus vous préparez votre accouchement et ça se passe bien, alors par bien, euh, j'entends se sentir actrice de son accouchement, hein. J'entends se sentir acteur aussi, j'inclus le coparent d'ailleurs, soit dit en passant. Mm. Euh, Ça va être pouvoir... En fait, il y a 2 critères fondamentaux sur lesquels on se base pour évaluer le vécu de l'accouchement d'une mère. Ça va être le fait d'avoir été entendue sur ses douleurs et le fait de se sentir pro-actrice. Mm. D'accord? Donc, même si j'ai une césarienne, je peux être pro-actrice de mon accouchement. Et ça va être comment être préparé à avoir une césarienne, qu'elle soit programmée, une césarienne dite de confort ou une césarienne, peu importe le nom, en code rouge, ça va être anticiper, se préparer et accueillir aussi ce qui va venir. Donc, comme on accouche, on rentre dans le postpartum. Au mieux, on a un vécu d'accouchement, au mieux, on rentre dans le postpartum. C'est pour ça que j'insiste un peu sur cette étape-là, c'est ce qui est Mm. fondamental. Voilà. Il y a des accouchements plus ou moins traumatiques qui colorent déjà la relation parent-enfant, qui colorent déjà le sommeil, etc., etc. Donc, s'il y a un problème au niveau de l'accouchement ou si vous ne vous sentez pas à l'aise au niveau de l'accouchement, ou que vous avez des flashs, des boucles, vous avez du mal à digérer quelque chose, travaillez-le déjà, d'ores et déjà. Il n'y a pas besoin d'attendre les 3 ans du postpartum. On accouche, on va le bosser et on peut passer à autre chose grâce notamment à l'EMDR. Après, il y a aussi d'autres méthodes comme le CV, etc. etc. Voilà. Oui, quand tu dis travailler deux, c'est-à-dire aller demander de l'aide à un professionnel. Exactement, hein, on le verra, je vous l'ai déjà dit en introduction, c'est-à-dire que le maillage, c'est le réseau. Vous avez un réseau privé, intime, de la sphère familiale, mais il y a aussi un réseau professionnel qui gravite autour de vous, dont on parlera beaucoup. Et le but, c'est de toquer à la porte, voire même de les rencontrer en anténatal pour créer finalement, comme si c'était un petit joker, hein, qu'on allait activer. On sait qu'ils sont là, mais bon voilà, alors, en général, quand on sait qu'ils sont là, on ne va pas souvent les consulter, mais on sait qu'ils sont là et c'est rassurant. Le but, c'est ça. C'est de Mm. créer un réseau même en anténatal pour pouvoir en profiter, en bénéficier en postnatal si on en a besoin ou quand on en a besoin. Mm. Donc effectivement, pour répondre à ta question, Emma, c'est effectivement consulter psychologue, doula, thérapeute, quelqu'un de compétent et de formé en périnatalité et surtout avec qui vous vous sentez en confiance et en sécurité. Voilà. La deuxième étape du postpartum, la deuxième étape va être le postpartum immédiat, c'est les suites de couches. D'accord? Les suites de couches euh, qui sont les quelques jours dans lesquels on est hospitalisé. Donc là, on est encore dans le cocon de la maternité. Et donc, vous allez avoir les aléas, les dysfonctionnements et parfois même les belles ressources et les fonctionnements d'ailleurs institutionnels. D'accord? Il va y avoir beaucoup de douleur dans le corps, donc on doit dealer avec la douleur. Comment apprendre à le faire aussi, ça c'est une préparation en amont que je vous invite à faire avec votre sage-femme ou une doula ou tout professionnel qui peut vous accompagner dans ça aussi. Ça peut être du yoga prénatal, hein. On s'est aperçu que finalement le yoga prénatal pouvait réduire de 2 heures l'accouchement et les douleurs aussi. Voilà. Et les douleurs dans le corps, ça va être quoi? Ça va être la montée de lait si vous décidez d'allaiter. Mm. Ça va être les loquis qui vont se mettre en place, qui vont être les saignements, hein, normaux dus à
l'expulsion du placenta qui crée une cicatrice au niveau de l'utérus. Ça, je pense que vos sages-femmes vont en expliquer. Et qui, du coup, met le temps de se cicatriser, mais environ 3 semaines. Voilà. Ça va être les tranchées. Hein, les tranchées qui sont là pour dire quoi? Pour dire que votre utérus est en fait en train de retrouver sa taille initiale, Ouais. doucement, mais sûrement. Tranché, qui est un mot un petit peu rude, qui veut dire en fait contraction post-accouchement. Exactement. Pour faire très simple. D'accord. Exactement. Si vous avez une césarienne, il est possible aussi que vous soyez alité et que pendant quelques heures, 24-48 heures, si je ne me trompe pas, vous ayez du mal à bouger, à vous mouvoir. Ça peut être aussi des césariennes ou qui ont nécessité une sonde urinaire. Vous voyez, donc c'est un parcours hospitalier ou en tout cas qui n'est pas anodin Mm. et qu'il est important de remettre à sa juste place aussi. Les douleurs sont là et c'est une étape du postpartum qui Mm. doit se jouer aussi. Ok. La troisième étape, le mois d'or, hein, le fameux mois d'or ou le 4e trimestre de grossesse. Et là, c'est encore, alors ça dépend des parents, mais en général, la plupart du temps, ça tient là encore. Ça tient, parce qu'on sait, on est quand même préparé grosso modo au fait que ça va être difficile, que bébé est encore qu'un nourrisson, Mm. que le rythme veille-sommeil n'est pas, sommeil-éveil n'est pas encore mis en place, l'allaitement ou la prise de biberon se fait doucement aussi, etc. C'est un peu le moment où on se fait la main en tant que parent aussi, où on apprend, où on découvre notre enfant, où on se rencontre, où il y a les congés aussi maternité et paternité, d'accord. C'est vrai. Et où du coup, on est encore, voilà, on est un peu encore à deux et le sommeil n'a pas encore, le manque de sommeil en tout cas n'est pas encore trop fort, ou en tout cas on tient ces 3 premiers mois. Même si les douleurs sont encore là. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai pu entendre dans mes témoignages et dans les consultations que j'ai, c'est comme si la solitude s'installait un petit peu au fur et à mesure avec le temps. Mm. Tu vois? Donc, plus on s'éloigne en fait de l'accouchement, plus ça va se mettre en place et plus ça va devenir insidieux aussi, quelque part. Et ça, je vous amène à y être vigilant parce que en général, on ne pète pas un câble 15 jours après. C'est plutôt difficile Mm. 3 mois, 6 mois, 1 an après. D'accord? Et c'est pour ça aussi que je me bats aujourd'hui pour faire valoir le fait que le postpartum dure 3 ans. Oui. D'accord? Il y a la chute hormonale, il y a le fameux baby blues dans cette période-là aussi, d'accord? 3 semaines à peu près post-accouchement. Et là, on ressent toute la vulnérabilité aussi hein, dans ce fameux mois d'or. Mm. Le mois d'or, d'ailleurs, euh, c'est une période où certains auteurs se battent pour que les femmes soient le plus allongées possible, que la logistique soit gérée par quelqu'un d'autre qu'elles ne se consacrent qu'à leur nourrisson. Hein, donc sur le papier, ça a l'air facile. Et puis en même temps, je crois qu'on pourrait avoir droit toutes à ça. Ça serait chouette. Mm. C'est pas facile, c'est pas toujours possible. Hein. Il y a aussi des mamans solo, il y a aussi des couples qui sont loin de leur famille, il y a aussi des ruptures familiales. Bon, bref. Il y a d'autres solutions dont on parlera plus tard. Voilà. La 4e étape, le postpartum, dure 3 ans, les fameux 3 ans. Mm. Et là, effectivement, on n'a plus un nourrisson, on a un bébé. Donc, le lien, le système d'attachement va se mettre en place. Hein, le lien d'attachement qui met 9 mois à se construire. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas red dingue de votre enfant tout de suite et que vous n'avez pas eu méga coup de foudre lorsque vous l'avez vu pour la première fois. Mm. C'est quelque chose qui se développe, qui s'installe. On ne naît pas mère, on le devient. On ne naît pas père, on le devient. Ça s'apprend. Et un enfant à bas âge, ça va être aussi jouer avec la dépendance, l'indépendance, l'autonomie, le, le fait d'avoir parfois un bébé koala, etc. etc. Ça se bouge, ça évolue, ce n'est jamais pareil de jour en jour, même si parfois on peut ressentir un petit peu l'ennui. Ça, c'est important aussi d'en parler, c'est-à-dire que Oui. même on a beau aimer notre bébé de tout notre cœur, et notre corps d'ailleurs, ça va être ben, un nourrisson, c'est quand même pas très stimulant intellectuellement. C'est-à-dire que même s'il y a plein de choses à observer, même s'il y a des progrès tous les jours, même si on se découvre, on apprend cette nouvelle identité, ce nouveau rôle parental, même si nos compétences parentales vont se développer, ben, ça peut avoir parfois un peu une routine. Hein. Voilà, la sieste ici, Mm. ou alors là, il s'est endormi, mais zut, j'avais prévu d'aller manger au restaurant
avec mon ami pour me sentir épaulée, mais si je le bouge, il va se réveiller. Bon, bah, comment je fais? Voilà, ça va être des questions très pragmatiques, en fait, finalement, que seuls les parents comprennent, je crois. Mmh. Même les grands-parents, quand vous posez les questions, ils ont tendance un peu à l'avoir oublié parfois. Hein. Oh non, c'était facile, t'inquiète, tout va bien. Mmh. Euh, oui, mais tu te rappelais que tu devais anticiper 2 heures avant pour pouvoir sortir, pour avoir préparé toutes les affaires, le sac à langer, etc. Parce qu'on peut pas sortir sans couche quand on a un bébé, en fait, c'est pas possible. Ah non, bah non, on oublie. Oui, peut-être. Ouais. Donc c'est aussi dans ça on peut se sentir un petit peu seul finalement aussi. C'est que l'emploi du temps, et surtout les 3 premières années, alors bien évidemment surtout quand on a un bébé, hein, je dirais jusqu'à 18 mois, après on sent que ça bouge, euh, mais c'est vraiment s'adapter, on n'est plus au centre, c'est-à-dire que notre liberté, eh ben, elle est moins focus sur nous, elle est focus finalement sur les besoins de mon enfant, et ça c'est complètement normal, d'accord. Mmh. euh, c'est complètement normal, déstabilisant. Alors pour les personnes qui se veulent très libres ou qui ont besoin d'être très libres, ça doit se travailler, ou en tout cas ça va se travailler de toute façon automatiquement. Mmh. Euh, D'où l'importance d'avoir des soupapes pour aller respirer aussi seul, parfois. Il vaut mieux moins de temps avec son enfant, mais du temps qualitatif. Oui. Voilà. Et alors, Oui, par rapport à tout ça, est-ce que c'est un processus qui s'installe doucement pour le parent par rapport oui, à ces quatre étapes? bien sûr, ça s'installe doucement, ça s'apprend et un pied devant l'autre en fait. Hein, Mmh. tous les matins, voilà. Déjà passons les nuits. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bébé qui dort tout de suite ou qui fait ses nuits, hein, terme qui veut absolument rien dire, je tiens à Ouais. préciser aussi. Parce que quand on va chercher un petit peu et qu'on demande c'est quoi faire ses nuits, bah, il s'est couché à minuit, il s'est réveillé à 5 heures du matin, 6 heures du matin. Bon, d'accord. Coucher à minuit, c'est pas un rythme qui convient à tous les parents non plus. Et Mmh. pour certains, il y a déjà eu un réveil d'ailleurs à minuit. D'accord. Mmh. Donc voilà, attention aussi à, on en parlera finalement, Oui. aux injonctions sociétales ou en tout cas aux attentes. Voilà. Mais oui, ça se met en place, ça s'apprend. Et si c'est difficile, faites-vous accompagner. Voilà. On rentre dans le processus de parentalité. Devenir parent, ça s'apprend, c'est ce que je vous répète. Hein. Donc il y a plusieurs termes, plusieurs mots. La matrescence, que vous connaissez grâce au podcast pardon, de Clémentine Sarlat, qui est une contraction du mot maternité et adolescence. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été inventé en 1973 hein, par Dana Raphael, Mmh. pour vraiment parler du bouleversement de devenir mère, au même titre qu'une crise d'adolescence va être rock'n'roll et faire jouer des gros enjeux psychologiques. Finalement, le devenir parent, devenir père également, hein, devenir coparent, peu Mmh. importe, euh, va se jouer et donc est une crise identitaire, une crise existentielle qui est normale de traverser euh, et pour lequel vous allez trouver des hauts et des bas et c'est OK. Voilà, c'est OK. La parentalité que je désignerais comme l'ensemble finalement des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents. Voilà. Donc, la parentalisation, l'influence positive que crée le bébé, en fait, sur le sentiment qu'a un adulte d'être parent. Donc ça, c'est la fameuse compétence parentale. Mmh. Hein. On devient parent. Voilà. Et en gros, c'est un processus qui dure toute la vie. C'est-à-dire que c'est même un processus qui va être réactivé quand on devient grand-parent. OK. D'accord. C'est une construction toujours en adéquation, finalement, comme, euh, comme une spirale interactive qui n'est jamais, qui ne s'arrête jamais, parce qu'on ne réagit pas on n'est pas un parent de la même manière avec un enfant de 6 ans comme on est parent avec un nourrisson de 2 mois. Mmh. Tu vois, c'est vraiment quelque chose d'évolutif et adaptatif en fonction de l'interlocuteur et de l'enfant que nous avons en face de nous. Voilà. Et c'est vrai qu'on dit souvent que tout se joue quand l'enfant est tout petit, comme s'il y avait une sorte de, de pression très très importante quand l'enfant arrive. Finalement, le postpartum, quels enjeux il contient? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour le reste de la vie de parent? Alors, euh, qu'est-ce qui se joue? Il y a la qualité de l'attachement. Euh, Regarde, tu peux changer de diapo et moi encore une fois si tu veux bien. Euh, Avance encore celle d'après.
Voilà. Tu vois, les enjeux du postpartum, c'est bien ça, hein, ta question? Ouais. Ouais, bien entendu. Les enjeux, en fait, c'est ce pourquoi, je pense que les professionnels insistent sur le fait que tout se joue avant 3 ans, hein, il y a beaucoup de phrases comme ça. Bah, Mmh. c'est le temps du postpartum, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de créer les fondations de la maison de votre enfant. D'accord? Donc en gros, c'est comme si vous couliez une dalle béton et que ça va être la base de développement de votre enfant. Alors ça fout la pression, hein, on est bien Oui, d'accord. c'est clair. Et parfois, ça va être comment se détacher aussi de cette pression-là, parce que comme tout parent, tous les parents ont des loupés. Et c'est pas parce qu'on loupe une fois qu'on va louper toujours, ou que tout est foutu et que notre enfant va avoir des troubles de l'estime de lui toute sa vie. C'est Non, important de le dire, ouais. c'est important de le dire. Mmh. On fait des erreurs et on doit faire des erreurs parce qu'on ne peut pas être un parent parfait, comme il n'y a pas d'enfant parfait d'ailleurs, tu vois, je viens de faire un lapsus. Euh, mais on doit faire des erreurs parce qu'on apprend. On est en train d'apprendre votre Mmh. métier, le métier que vous êtes en train d'exercer, vous ne l'avez pas appris en un jour. Et vous n'êtes pas le même professionnel à 2 mois, après avoir commencé un nouveau travail, comme vous l'êtes après 3 ans d'expérience ou même 10 ans d'expérience. Mmh. D'accord. Ce qui fait qu'on devient parent, c'est aussi l'expérience. Et une expérience, c'est quoi? C'est la différence avec un échec. Un échec, je n'en apprends rien. Une expérience, j'en apprends quelque chose. Et pour autant, je n'ai pas toujours eu des 10 sur 10 ou des réussites. Mmh. D'accord. Il y a des moments où je n'ai pas vu que mon bébé avait sommeil. Maintenant, aujourd'hui, euh, à 3 mois de mon postpartum, je me comprends que quand elle avait les yeux ouverts et qu'elle roulait les yeux, en fait, elle était en train de dormir et que c'était une phase de sommeil agité. Mmh. Bon, ben, je ne pourrais pas rattraper Bien les sûr. loupés. Par contre, je peux en apprendre quelque chose, je peux lui dire des choses sur ce que j'ai appris, d'accord? L'idée, c'est aussi de pouvoir s'excuser en tant que parent, c'est pouvoir aussi de dire à notre enfant qu'on est en train d'apprendre, et c'est aussi grâce à lui, et c'est grâce à notre relation. Et ça, c'est Mmh. hyper important, tu vois? Alors, je parle pas d'un bébé, hein, mais après 18 mois, quand le langage Mmh. commence à s'instaurer, tu vois, 2 ans, 2 ans et demi, les enfants sont tout à fait capables de comprendre. Mmh. Et ça leur montre d'ailleurs aussi qu'on peut se tromper et qu'ils ont le droit de se tromper. Et que si par maladresse, en train de manger, ils font tomber toujours des pâtes à côté, eh ben, ils sont en train d'apprendre, quoi. Mmh. Et c'est comme nous. Et ça enlève de la pression. Et ça enlève de la pression, Mmh. exactement. Donc, tu vois, les enjeux, ça va être ça, en fait. Mieux comprendre le postpartum, ça va aussi diminuer les pressions, accepter qu'on se trompe, accepter qu'on n'est pas parfait, dire que la qualité de l'attachement avec notre enfant met 9 mois à se construire et qu'en fait, bah, c'est hyper important, là, pour le coup, d'être un peu focus hein, Mmh. sur cette période-là. Quand je dis focus, c'est être présent, en fait, disponible, D'accord. tu vois. C'est être présent, c'est être disponible. C'est-à-dire que on peut reprendre le travail. On peut être une maman ou un papa qui avons besoin de reprendre le travail pour notre équilibre. Tu vois? On Mmh. peut être aussi une maman ou un papa qui avons besoin d'être disponible à 100% et ne sommes pas disponibles pour reprendre le travail. Dans ce cas-là, un congé parental, tu vois, ou un aménagement financier au sein de la famille pour pouvoir se l'autoriser. Mmh. Tu vois, c'est important. Et de se dire que la qualité de l'attachement, ça se joue ici, mais je peux avoir des loupés. Je veux être une figure d'attachement sécure pour mon enfant. Quand je dis sécure, c'est-à-dire que le parent représente un petit peu ce... Alors moi, je donne l'image d'un porc, mais tu sais, c'est Guédonné, Nicole Guédonné, qui est une grande... je ne sais pas si elle est psychologue, je crois, mais en tout cas, elle a beaucoup travaillé sur l'attachement et elle parle d'un... euh, Ah, j'ai oublié le mot. Tu sais, ces bateaux sur lesquels il y a des... Un porte-avions, voilà, Ah un OK. porte-avions. Tu vois, et en fait, le parent représente le porte-avions. Et en fait, plus la qualité d'attachement avec votre enfant va être aussi sécure, Ah et oui. donc plus vous allez répondre à ses besoins, ça y est, tu as la Ça y référence, est. ouais. Plus vous allez être sécure et donc pouvoir vous dire que quoi qu'il se passe, j'aime mon enfant, qu'il pleure, qu'il ne dorme pas, c'est dur, c'est exhaustif, mais ça ne te définit pas et je t'aime quand même, je suis là pour toi Mmh. et je fais de mon mieux. Il y a des moments où je vais déléguer parce que je n'arrive plus, je ne peux pas, mais je délègue à des personnes de confiance et en sécurité, avec lesquelles tu es en sécurité. C'est aussi ça, hein, tu vois, la Mmh. qualité d'attachement. Et en fait, plus votre enfant va avoir un système d'exploration
C'est parallèle en fait. Mmh. Plus il va avoir un système d'exploration et une autonomie euh, euh, facile, j'ai envie de dire. Donc le porte-avions, vous êtes le porte-avions. Quand les avions ont besoin de rentrer sur l'avion, à la base, j'ai Mmh. envie de dire, bah vous êtes là et vous serez toujours là, parce que Ouais. c'est ça le job de parent. Et en fait, si on n'est pas prêt à l'assumer, faut y penser, ça aussi. Mmh. Et si on n'est pas prêt à l'assumer, eh ben, c'est aussi peut-être qu'on n'a pas envie d'être parent. Et ça, c'est aussi important de le dire, parce que le regret maternel commence à se parler, à s'évoquer, euh, mais c'est une disponibilité, c'est du temps plein, quoi, être Mmh. parent. Et même à minuit, hein, là, vous n'êtes pas sur un 35 heures CDI avec un contrat à signer, quoi. C'est à minuit, à 2 heures du matin parfois, etc., etc. Ok. Donc le porte-avions, il est toujours là, et votre enfant, pouf, plus il va savoir qu'il peut se poser en sécurité et que vous êtes là, plus il va pouvoir partir loin et longtemps. Mmh. Alors, loin et longtemps, on est bien d'accord que tout À est l'avenir. relatif. Voilà, ça commence tout doucement. Dans le mois d'or et dans Bien le sûr. 4e trimestre de grossesse, j'ai l'habitude de dire que la distance entre une maman, en tout cas qui a donné naissance, hein, la personne qui a donné naissance, et le bébé, est de la taille, la distance entre l'un et l'autre, est à peu près la taille du cordon ombilical. Mmh. Bien que les sorties de la base jusqu'à très loin, c'est plutôt beaucoup plus tard à Bien l'adolescence. sûr. Mais petit à petit, en fait, on observe qu'il Mmh. y a un mètre qui se rajoute, et puis 50 centimètres. Enfin, on peut même Mmh. le visualiser, je crois, hein. Mmh. Euh, pour celles qui choisissent, peu importe l'alimentation, tu vois, le biberon ou le sein d'ailleurs, le bébé est vraiment, tu vois, il Lové. est tellement proche. Mmh. Puis en fait, au fur et à mesure, diversification alimentaire, on est à côté, puis tu vois, ça se visualise même dans Mmh, une c'est très maison, juste. cette distanciation. Mmh. Il est sur sa chaise haute, et puis en fait, après, du coup, ben, parfois, il va même manger un petit snack sur la terrasse, et puis en fait, vous êtes à 2-3 mètres parce que vous êtes dans la cuisine, etc., Mmh. etc. Ce sont des étapes aussi. Voilà. Ok. Qualité d'attachement, enjeu du postpartum, d'accord. Mmh. La santé mentale de tous, bien évidemment, d'accord. D'abord des mères et des femmes, parce que ça commence par là, mais aussi des pères, du coparent. Euh, c'est le bien-être, c'est le mieux-être, c'est la fameuse homéostasie, hein, l'équilibre de tous mes besoins, d'accord. Donc l'équilibre de mes besoins, tant de ma vie personnelle, de toutes mes casquettes, et ça c'est parfois rock'n'roll, hein, Mmh. vie personnelle, vie professionnelle, mon rôle de mère, mon rôle de femme, mon rôle de pro, mon rôle de amie, mon rôle de fille d'eux, hein, parce qu'on Mmh. est aussi reste les parents de nos parents, les enfants de nos parents. Mmh. Euh, Ça va être le gros enjeu aussi du postpartum, ça va être de la prévention, tu vois. Ça va être la prévention parce que il faut pas oublier que les enfants, nos bébés, sont les adultes de demain, quoi. Donc en fait, du monde aussi qu'on a envie de voir demain, Mmh. hein. Plus on a d'enfants sécures, j'ai plutôt tendance à croire que plus on a d'enfants sécures, quand même, plus le monde ira mieux. Oui. Parce que du coup, quoi? Ça inclut quoi? Ça inclut des relations sécures avec les autres. Mmh. Le parent est le premier support de la relation, mais après, c'est ce qui va jouer avec ses amis, avec les professeurs à l'école, avant ça, avec la nounou ou la crèche, par exemple, tu vois, avec les pères aussi, P-A-I-R-E-S, Mmh. euh, avec les petits copains, avec les maîtresses plus tard, effectivement, ou les maîtres, avec la boulangère, etc., Mmh. etc. Et avec le collectif, pour le coup aussi. Voilà, avec le collectif, tu Mmh. vois. Euh, et ça, c'est super important. C'est aussi de la prévention parce qu'en postpartum, c'est une période où euh, la vulnérabilité, on en parlera après, fait que c'est facile de le travailler parce que c'est tellement présent que c'est une porte ouverte sur finalement une porte Mmh. d'accès à tout ce qui n'a pas été travaillé d'avant, mais ce qui sera travaillé pour après. Et en même temps, la transparence psychique qui fait que tout revient facilement à la conscience et que du coup, bah, on peut se prendre parfois une claque dans la tête parce que ça nous rappelle, euh, hein, notre enfant est un miroir aussi de nous. Mmh. Donc, et de notre propre enfance. Donc il y a peut-être des choses là qui vont avoir besoin d'être travaillées. Et l'idée, c'est de la prévention contre une décompensation, tu vois, plus grave. Mmh. C'est de la prévention aussi contre tous les symptômes qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Je pense aux troubles anxieux, aux troubles, tu vois, notamment les troubles anxieux, aux troubles dépressifs. Mmh. Pourquoi? Parce que plus la base de la maison est stable et solide, moins un enfant va développer des troubles de l'estime de soi, Mmh. tu vois, des troubles de développement. Complètement. Je parle pas des troubles neurodéveloppementaux, ça c'est autre chose, hein, c'est Mmh. vraiment neurologique, biologique, même s'il y a un peu d'épigénétique dans tout ça, mais voilà, je parle de vraiment l'aspect psychologique des choses.
Et comme tu dis, ce sont des choses qui se mettent aussi naturellement en place. Il Oui, s'agit pas de faire peur du tout. Toutes ces choses, tous ces enjeux qui sont essentiels, c'est aussi beaucoup de finalement de réflexes et de mise en ouais, pratique instinctive qu'on tout met en à fait. place. Tout à fait. Mmh. Ben, et puis, regardez, prenez une nouvelle relation, que ce soit professionnelle, que ce soit, alors le plus flagrant, je trouve, qui s'en rapproche le plus, c'est amoureux, tu vois, amoureuse, ou une amicale, une forte amitié. Euh, la relation n'est pas la même à 2 mois de relation qu'à 3 ans de relation. Et il y a eu des loupés, il y a eu des ajustements, il y a eu, tu vois, l'idée, c'est aussi de rassurer et c'est de se Mmh. dire que toutes nos relations sont évolutives. Et celle avec notre enfant aussi. Et on prend plus confiance dans notre relation parce qu'elle est stable et sécure dans le temps, donc constante, c'est-à-dire sans enjeux émotionnels, sans variables émotionnelles, sans savoir pourquoi, par exemple. Hein, je pense Mmh. aux variations de l'humeur, tu vois, euh, d'un coup on a quelqu'un qui virevolte en face de nous sans savoir pourquoi ni comment. C'est très insécure. Mmh. Voilà. Donc voilà, notre partenaire de vie va faire la même chose. On a une qualité d'attachement avec lui. Mmh. On est dans la prévention aussi parce qu'il y a des choses qui ne se corrigent pas. Et oui. Mmh. Et il y a des choses qui se corrigent. Alors, quand je dis qu'il y a des choses qui se corrigent, on n'est bien évidemment pas sur la sécurité, on n'est pas sur la maltraitance, on n'est pas sur la négligence. Oui, oui. Hein. Là, je ne parle pas des choses hors la loi, hors cadre. Hein, on est bien Mmh. d'accord. Ça, c'est aussi important que je le précise. Oui, oui. D'accord. Mmh. Mais regardez, un compagnon ou une compagne, enfin un partenaire qui va être dans la violence, que ce soit physique, verbale, financière, psychologique, peu importe, c'est une relation très insécure. On n'est pas bien dans cette relation. Bah, avec un enfant, c'est la même chose. Mmh. Et un enfant préférera toujours être mal aimé de ses parents plutôt qu'être abandonné. Donc, en gros, à vous de fixer la qualité d'attachement dont vous avez besoin en toute honnêteté, en toute responsabilité, parce que c'est le job du parent aussi. Et comme tu dis, on apprend à être parent et tout ça se met pas en place en un claquement de doigts. Non, Il faut aussi du temps pour ça. Tu oui, parles, tu parles beaucoup de vulnérabilité pendant cette période du oui, postpartum. oui, Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur... bien sûr. Alors, elles sont mes vulnérabilités. J'ai perdu le. Tu peux me mettre la diapo, Emma, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Un temps de crise. Où est-il? C'est pas grave, je vais me fixer sur ce que j'ai sous les yeux. Effectivement, on est tous vulnérables. Alors, être parent égale être vulnérable, je pense que oui, honnêtement. Pourquoi? Parce que tout est nouveau, parce que tout est inconnu, parce qu'on manque de repères, Hmm. parce qu'on doit apprendre à passer du couple à la famille, parce qu'on doit apprendre à passer de 2 à 3 ou à 4 ou à 5, hein, parce que Oui. du coup, chaque postpartum est différent et c'est pas parce qu'on a eu un enfant que le prochain postpartum sera comme ça. Hein. Parce que on est en déséquilibre. On est dans une crise, dans un temps de déséquilibre. Une crise, pour moi, c'est pas la crise où tout. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ma définition de la crise, c'est un déséquilibre, tu vois, de vie. D'accord. Voilà. Donc, on est dans un déséquilibre de vie. On est naturellement en stress parce qu'on doit apprendre tellement de nouvelles choses qu'on peut se sentir parfois perdu. On a les hormones aussi, notamment les femmes, mais ça serait intéressant de s'atteler aussi aux coparents, soit dit en passant, parce que je suis Hmm. sûre qu'en ce moment, il se passe des choses euh, qui sont en déséquilibre aussi, hein, en déséquilibre qui se réadaptent doucement aussi. Euh, on retrouve un peu notre corps après 2 ans et demi, 3 ans, hein, clairement. Faut pas se leurrer aussi sur ça. On ne peut reprendre le sport qu'après l'approbation d'un gynécologue ou d'une sage-femme après 6 semaines et ça commence par une rééducation du périnée, qui n'est, soit dit en passant, pas terrible, hein, qui nécessite des personnes de confiance aussi dans lesquelles on va se sentir bien, en sécurité. Quand tu dis pas terrible, c'est-à-dire Que qu'elle n'est pas assez... elle pourrait être plus longue quand tu dis pas Non, terrible. qui n'est pas terrible dans le sens où ça veut souvent dire des touchés vaginaux. Ah oui, d'accord, qui est difficile pour le... Ok. Bah, ça veut dire encore des touchés vaginaux pour une Hmm. femme qui, depuis le début de sa grossesse, en a subi, ou en tout cas subi, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais
encore ce rapport au corps, tu vois, au niveau de Oui, l'intimité. l'appropriation, ouais, Et intrus. oui, d'accord. Donc ça peut être aussi par une sonde ou par un toucher vaginal manuel, il faut le savoir aussi, tu vois ça. Voilà. Puis après une reprise du sport en douceur, etc., etc. Bon, voilà. On est vulnérable parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu. Pour certaines femmes, ça va être très déstabilisant, notamment pour celles qui ont besoin de contrôle. D'accord? Le Mm. contrôle est souvent une stratégie d'adaptation chez les femmes dans la psychologie du féminin. Une stratégie d'adaptation pour pallier à une insécurité affective, tu vois, ou une insécurité tout court, pour Mm. pallier à euh, un manque d'estime de soi, etc. Sauf qu'en fait, c'est toujours réactivé avec un nouveau-né parce que clairement, ben, on ne sait pas. Et c'est hors contrôle. On ne Mm. sait pas quand notre bébé va avoir faim au départ. Hein, Mm. on dit les tétés à la demande ou le biberon à la demande au départ, les 3 premiers mois, enfin en tout cas jusqu'à 6 mois, je dirais même. On ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et ça, il faut apprendre à dealer avec ça, Mm. parce que c'est pas facile. Mm. C'est C'est pas pas anodin. facile. Et ouais, on sort de notre zone de confort, tu vois. On doit se décaler de soi. Alors justement, ça me fait penser du coup à la transparence psychique, dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le deuxième point que je vous ai noté avec sur la diapo, qui va être une diminution de la censure pour que tout l'inconscient soit beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est un temps normalement qui a été, c'est un concept qui a été décrit par Bidlowski dans les années 70, si je ne me trompe pas, et qui est surtout anténatal, c'est-à-dire qu'elle l'a mis en évidence pendant la grossesse. Au vu de ce que je peux voir, je ne sais pas si ça a été développé en postnatal, mais ça reste en postnatal. D'accord? Alors ça reste en postpartum, c'est-à-dire que on est encore très axé sur nos souvenirs, Mm. sur des reviviscences, on peut appeler ça, qui sont des souvenirs du passé, tu vois. Mm. Encore une fois, pourquoi? Parce que notre enfant fait miroir de notre propre relation, de quand nous-mêmes nous étions enfants. Mm. D'accord? On va vouloir faire différemment, on va vouloir faire pareil, on va vouloir piocher dans les repères finalement parentaux qu'on a eus depuis qu'on est enfant. Mm. Tu vois? Donc en fait, c'est ça aussi cette transparence psychique-là. C'est de faire des va-et-vient entre le passé finalement et le présent, ce qui se joue aujourd'hui, ce que je veux reproduire ou pas reproduire. Winnicott décrivait, c'est un grand psychiatre qui est très connu chez les psychologues, décrivait le concept de préoccupation maternelle primaire. Bon, on pourrait aussi dire préoccupation paternelle primaire, c'est-à-dire que c'est cet état de douce folie, il l'appelle comme ça, où un parent va être focus, voire même obsessionnel au départ, qui est normal, hein, sur son enfant. Tu vois? Et Mm. parfois, on a besoin de passer un petit peu dans le temps, jusqu'aux 6 mois. J'ai pu observer, notamment jusqu'à ce que vraiment la mort subite du nourrisson passe, tu vois, pour que de plus en plus la distanciation puisse se faire et que, Mm. hop, tu vois, de nouveau, on reparle de la distanciation dont on parlait tout à l'heure, puisse se réaccorder et que du coup, on ne soit plus dans cette folie douce Mm. hyper centrée sur le bébé. C'est ce qui rapproche aussi du phénomène de vigilance, Oui, ça? Mm. voilà. Donc, c'est une vigilance qui est normale et adaptée, sauf quand elle devient, si tu veux, beaucoup trop envahissante, beaucoup trop envahissante et que ça déclenche des troubles, hein, des troubles anxieux, des crises d'angoisse chez les parents, ou bien même des troubles obsessionnels, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut Mm. être, tu vois, une interdiction, que quelqu'un passe la porte de la maison par peur des microbes, tu Mm. vois. Bon, voilà, à vous de trouver votre équilibre entre ce qui me convient ou ce qui parle d'un symptôme parce que je n'arrive plus à gérer, j'ai tellement peur, en fait. Mm. C'est là la nuance. Voilà. Le manque de sommeil fait qu'on est tous vulnérables, hein, clairement. Ouais. Il n'y a pas un parent que j'ai rencontré qui me disait non, super, nickel, hein, parce qu'un bébé est quand même malade à un moment ou à un autre et que quand les enfants sont malades, ils ont besoin de leur fameux euh, navire. Et que ça peut être parfois des bébés qui ne peuvent pas dormir seuls quand ils sont malades. Mm. Tu vois? Il y a des moments comme nous, hein, rappelez-vous aussi que nous, même en tant qu'adultes, il y a des moments où on a envie de dormir seul, et puis il y a d'autres moments où on n'a qu'une envie, c'est de se lever contre quelqu'un. Mm. D'ailleurs, on parlait de l'attachement, mais c'est intéressant pour vous en tant qu'adulte de vous demander quel style d'attachement j'ai moi-même avec mes propres parents, avec mes figures d'attachement. Hein?
Les figures d'attachement, c'est la figure c'est très facile à trouver, c'est la figure vers laquelle on va quand on est stressé. Mm. Tu sais, quand tu es malade et que tu te dis, oh, je prendrais bien un câlin ou je prendrais bien une tasse de thé avec sous mon plaid, c'est ça, c'est elle, votre figure d'attachement. Est-ce qu'elle est sécure? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est constante? Si la réponse est oui, c'est que c'est plutôt un style d'attachement sécure, dans environ 60% des cas d'ailleurs. Et après, sinon, c'est insécure, ambivalent ou évitant. Et dans ce cas-là, attention, parce qu'on peut avoir tendance à le rejouer. Tu vois. Pour revenir sur le tous vulnérable, effectivement, le manque de sommeil, il explose en général à 3-6 mois de vie de bébé. C'est pas au début. Au début, on tient, on a les hormones qui font qu'on tient. Il y a le coparent qui est souvent en congé parental, tu vois, donc en congé paternité. Donc là, on tient. C'est après. C'est après coup. Et alors, attention, le manque de sommeil vous biaise la réalité. C'est-à-dire qu'une maman qui vient me voir et qui me dit « Je crois que je suis en dépression du postpartum, Marion », avant de parler de dépression du postpartum, je vais demander « Ok, comment vous dormez? Comment vous mangez ?» Parce que plus on manque de sommeil, plus on est triste, plus on déprime, plus on manque de sommeil. Et en plus, tu parles de 3 à 6 mois, ça correspond bien souvent à la reprise du travail chez la personne qui a accouché. Exactement. Et enfin, le dernier point, pourquoi on est tous vulnérables en tant que parents, la temporalité est alternée. La temporalité, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que nous n'avons que 24 heures dans une journée. Pour autant, quand nous avons un nourrisson, il a besoin de manger environ toutes les 2 heures. Il n'y a pas de break, quoi. Ok. Donc, il y a un réaménagement finalement du jour, de la nuit, de nos priorités aussi. Ok. Il y a des réalités qui font que je ne peux pas sortir à la plage en plein soleil comme j'aimais faire avant d'avoir un bébé parce que j'aimais lézarder. Tu vois, c'est un exemple qui me passe par la tête comme ça, mais voilà, c'est des priorités, c'est des réaménagements, c'est des modifications du rapport du temps. Beaucoup de mamans qui me disent « Mais c'est passé 12 heures, je ne les ai pas vues passer, quoi. » Oui. J'ai été, voilà, je ne les ai pas vues passer. Et en même temps, j'étais épuisée. Et il y a le papa qui rentre du boulot, qui est épuisé aussi. Et nous, on n'a qu'une envie en tant que si on décide de rester un peu à la maison, de s'occuper de notre enfant, c'est que quelqu'un prenne le relais, sauf qu'il a aussi 12 heures de travail dans les pattes. Bien sûr. Voilà. Donc toute la temporalité est altérée. J'ai pas du tout le même temps aussi pour mon couple conjugal, par exemple. J'ai pas du tout le même temps. Parfois, certaines mamans disent même qu'elles ont du mal à prendre une douche. Oh oui. Voilà, ça se parle, ça se réaménage, il faut juste le savoir. Une fois qu'on le sait, on s'adapte. On s'adapte et surtout, on apprend. Hein, et c'est aussi être OK avec ses besoins. Je sais que mon coparent va partir 7 heures au travail aujourd'hui. Je n'ai absolument pas envie d'être seule pendant 7 heures parce que j'ai besoin de contact, j'ai besoin de proximité, j'ai besoin de me sentir soutenue. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir soutenue? Et il y a des lieux gratuits qui sont là pour ça. Comme les LAEP, par exemple, les lieux d'accueil enfants-parents, qui sont territoriales et que nous avons tous autour de nous. Bon, on en reparlera plus tard dans les réponses. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs de vulnérabilité et qui viennent en plus se télescoper, si on veut dire, avec, on l'a dit tout à l'heure, les injonctions. On a beaucoup d'injonctions quand on est parent, quand on devient parent. L'injonction de faire comme ça, d'être comme ça aussi, d'être ce parent qui assure à tous les plans. Il y a cette pression qu'on se met nous aussi en tant que parents. Et puis, il y a aussi tous les phénomènes d'intrusion qui sont parfois très bienveillants à la base de l'entourage ou des proches. Ces phénomènes d'intrusion, d'injonction, de pression, ils viennent aussi, heurter un petit peu plus la vulnérabilité de ces jeunes parents, de ces nouveaux parents plutôt. Tout à fait. Est-ce que tu peux changer Oui, bien sûr. Voilà, super, merci, c'est bon, je l'ai. C'est ma ligne de conduite. Effectivement, alors, comment faire face?
Il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire oh, il a sommeil. Oh, mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Arrête l'allaitement, ça t'épuise. Mais passer au biberon, ça ira mieux. Ah, mais Ouais. t'as pas allaité assez longtemps. Mais c'est bon, vas-y, continue. Etc., etc. Bon, bref. Il y a toujours quelqu'un dans l'entourage qui est comme ça. Ça part pas forcément d'une mauvaise volonté, c'est des Mhm. maladresses. D'accord? Soit dit en passant, comment s'y préparer à tout ça? Alors, j'ai mis des pistes à explorer. Les pistes à explorer, ça va être un maillage autour de vous, un réseau autour de vous, familial, amical et professionnel, bienveillant et non jugeant. C'est-à-dire que vous allez sélectionner les gens que vous avez besoin de voir à cette période de vie. Et c'est OK, vous avez le droit. C'est s'autoriser à poser ses besoins. Ben, je crois que je n'ai pas envie d'être seule aujourd'hui, j'ai besoin d'être accompagnée. Tiens, et si j'appelais cette amie-là qui comprend mon besoin, avec laquelle je me sens entendue, Mhm. il n'y aura pas forcément besoin de faire grand-chose, mais juste sa présence me rassure. Tu vois? Ça va être oser dire stop. Alors le stop, j'aime bien le traduire, le S-T-O-P, savoir taire l'oppression des proches. Ah. Tu vois? Le stop, ça va être ça. Ça va être aussi clarifier ses limites. Mhm. Votre porte d'entrée est une porte. C'est vous qui décidez qui rentre dedans ou pas. La maternité, il y a des portes. C'est vous qui décidez qui vient vous voir en suite de couche ou pas. Vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc à vous de poser les limites aussi. Vous avez le droit. Mhm. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir un coparent ou une personne de confiance qui parfois va pouvoir mettre les limites qu'on a clarifiées ensemble à l'avance Exactement. quand on peut pas le faire. Ouais. Exactement. Exactement. Ça va être, j'en sais rien moi, appeler vos parents, si ce sont des figures d'attachement sécures et avec lesquelles vous appréciez être. Ça peut être, alors soit les appeler pour leur dire de venir, de vous épauler. Maman, j'ai besoin de prendre une douche, est-ce que tu peux venir le temps d'eux? Ça peut être aussi du téléphone, s'ils habitent loin et que vous avez besoin de parler. Ça peut être... ça peut être une figure professionnelle qui vient à domicile pour vous aider. On parlera du Kramzorg tout à l'heure Mhm. parce que c'est le réseau que je connais ici, mais il doit y en avoir d'autres, j'imagine, tu vois, je ne sais pas, qui est une auxiliaire puère qui est formée au postpartum et qui vient vous épauler. Par exemple, quand les figures d'attachement ne sont plus là ou Mhm. loin, ou bref, il existe des choses sur lesquelles on peut se sentir étayé et avec bienveillance et non-jugement. Voilà. Et si nécessaire, ne pas hésiter à rompre une relation qui est toxique. Il y a certains moments où ben, on ne se sent pas bien avec certaines personnes à ce moment-là de notre vie. C'est que pour l'instant, alors soit c'est toxique et dans ce cas-là, on arrête parce que la relation n'inclut pas que nous, elle inclut aussi notre enfant, notre bébé, et que ça nous donne aussi une motivation supplémentaire euh, pour mon bébé, mais aussi pour moi, ou en tout cas, cette relation-là ne me convient pas dans cette période de vie que je vis là, Mhm. j'arrête, je mets une pause, et on verra plus tard, Oui. tu vois? Et ça inclut toutes les personnes qui vivent autour de vous. Ok. Et parfois, c'est des personnes qui, on s'y attend pas. Ça peut être la voisine d'à côté qui, un jour, va nous apporter un plat fait maison parce que elle a pensé à nous en le faisant et qu'elle a voulu nous éviter de préparer un repas. C'est Mhm. génial, tu vois? Mhm. Il y a aussi des surprises, en fait, qui sont Oui. chouettes. Il y a aussi des bonnes surprises, c'est bien de le Il y a dire aussi aussi. des bonnes surprises. Mhm. Ouais. Et Complètement. puis, ça se prépare, hein, la pression aussi, tu vois, ça va être se faire livrer ses courses, ça va être demander à une amie, écoute, je sais que tu vas au marché là, je peux pas encore me lever, j'ai encore mes points, est-ce que tu crois que tu peux m'acheter 3 poireaux et me les déposer? Et vous verrez, en fait, en fonction de certaines personnes, ils vont tellement préférer vous rendre service de cette manière-là que vous faire des cadeaux de naissance, Mhm. vous acheter des choses. Ça se démocratise de plus en plus, ces cadeaux-là. Ouais. Et c'est Bien plus tellement plus précieux. agréable, bien sûr, bien sûr. Et autorisez-vous à le dire, en fait. Autorisez-vous. Parce que c'est un cercle vicieux. En tant que nouveaux parents, parfois on se sent seul et en même temps on n'ose pas demander.
Voilà. Avoir un exutoire, le sport, Mm. le yoga. Bon, après, approbation médicale, bien évidemment, mais du yoga très doux, de la méditation. Il n'y a pas besoin de. Vous pouvez faire ça le lendemain de votre accouchement, par exemple. Hein. Méditation, le réseau amical, des cercles des mamans. Alors, je crois qu'avec le village des naissances, il y a aussi des cercles. Hein, vous Mm. formez des cercles avec les personnes qui veulent s'y former, les mamans bébés ou je ne sais plus ce qu'il y a. Oui, maman bébé, parents bambins, papa Voilà, bébé, ouais, tout ça c'est voilà. important des cercles. C'est hyper important, tout à fait. Moi, j'organise des cercles des mamans, tu vois, une fois par mois, un samedi matin. Et c'est ouvert à toutes, avec ou sans leur bébé. Euh, voilà, l'idée, c'est de travailler aussi sur les difficultés maternelles que Mm. les mamans traversent à l'instant T, tu vois. Et c'est un exutoire. On pleure beaucoup, on rit beaucoup. Et voilà, ça permet de sortir, s'autoriser des moments pour le couple conjugal aussi, en faisant appel par exemple, à des gens qui peuvent garder. Alors, soit un membre de la famille, ça peut être une sœur, des parents ou une cousine maintenant, peu importe le degré de, de génération, enfin dans l'arbre généalogique, peu importe, tant que Mm. c'est une personne de confiance, et du soutien psychologique s'il y a besoin, bien évidemment. Mm. Ok. La communication non violente, c'est une super piste à explorer, hein, notamment quand on a des injonctions un petit peu, ça va être laisser parler, hein, ne pas entendre, ne pas écouter. Hop, ça passe par une oreille et puis ça ressort par l'autre. Ça ne m'active pas, je vais travailler s'il y a besoin et puis je laisse. Oui, oui, c'est la boulangère du cœur ou du coin, vous la reverrez jamais, quoi. On s'en Mm. fout. Enfin, vous la reverrez, vous pouvez même changer de boulangerie si ça vous Oui, c'est dérange ça. pas. On peut pas changer de parents, hein. Bon, si ça vient des parents, c'est un peu plus compliqué en général. Mm. Mais par contre, on peut mettre en stop ou on peut Ça faire vite fait, s'apprend. on aura. Mm. Voilà, c'est ça. Ne pas répondre aussi, hein. Plus on répond, en fait, plus on agrémente. Et donc, du coup, ça attend aussi une autre perche à la personne en face pour renchérir. C'est pas toujours la bonne solution. Bon, des fois, c'est spontané, hein, mais Mais oui, compliqué de voilà. faire autrement. Et parfois, c'est compliqué de faire autrement, mais ça aussi, c'est l'expérience. En fait, Mm. plus on s'aperçoit qu'on renchérit, au final, plus l'expérience va se répéter, plus on va apprendre que plus on renchérit, bah, plus ça donne du grain à moudre, finalement. Mm. Hein. Et faire diversion. Voilà, faire diversion. Oh oui, ah tiens, vous avez un croissant. Voilà, ça peut aider. Parler d'autre chose. Voilà. Donc finalement, comment on fait pour bien se préparer avec toutes ces pistes? Comment est-ce que tu conseilles? Comment est-ce que tu orientes pour justement pour bien vivre le postpartum? Alors, bienvenue le postpartum, effectivement. Les forces et les ressources. Le mariage et le réseau, ça je crois que vous l'avez compris, hein, se Mm. faire entourer par des personnes qui sont aidantes, se sentir soutenu. Parfois, on a des gens autour de nous, mais on se sent seul. Mm. D'accord? Donc, faites le point sur ce que vous attendez. Quel est votre besoin? D'accord? Est-ce que c'est de la présence qualitative? Mon coparent est à côté de moi sur le canapé, il est à côté de moi sur le canapé. Je ne suis pas avec vous quand je fais ça. Mm. D'accord? Donc, est-ce que c'est besoin d'un temps qualitatif, comme avec notre enfant? J'ai besoin d'un câlin. J'ai besoin d'être dans tes bras et qu'on puisse avoir une conversation sur blablabla. Bla, bla, bla. Bien sûr. J'ai besoin qu'on se love dans les bras l'un de l'autre et qu'on regarde notre série une fois, même si bébé est à côté, tu vois, ou une fois que bébé est couché, selon les âges. J'ai besoin d'aller me promener, etc., etc. Tu vois. Ça va être accueillir l'impuissance, ce que je te disais tout à l'heure, hein, Oui. et le hors contrôle, je l'aime bien celui-là, le hors contrôle. Accepter de ne pas savoir, accepter de se sentir perdu, accepter de se faire aider. Certaines personnes ne savent pas se faire aider. Oui. Hein, pour certains, c'est une marque de faiblesse. N'oubliez pas qu'on n'élève pas seul un enfant, on l'élève en général avec un village. Comme le village des naissances. On vise le long terme. Hein, c'est pas, allez, je tiens 2 mois et demi, puis je reprends le boulot. Hop, hop, hop. En fait, non, ça va durer 3 ans, même avec la reprise du travail. Mm. Ok? Donc, c'est un processus continu qui dure toute la vie. On fait équipe avec son coparent. Si y a un grain de sable dans le rouage, on va travailler son équipe. Beaucoup de parents, c'est pas facile, hein, on devient un couple parental. Donc en plus, on a une nouvelle casquette dans ce couple parental. Sauf que parfois, votre couple, votre amoureux, amoureuse, peut vous manquer. J'ai pas envie d'avoir le père ou la mère en Et face de oui. moi. J'ai envie d'avoir... En fait, tu me manques, quoi.
tu vois? Mm, Et faire équipe, c'est aussi finalement avoir ces deux facettes-là. mm, Ou ça va être, écoute, je crois que notre couple conjugal ne fonctionne plus aujourd'hui, restons couple parental, par contre, on se sépare, mais comment on reste unis pour être les parents de notre enfant, tu vois, je le souligne aussi parce que ça arrive, hein, le fameux baby clash. Bon, un couple sur trois peut y avoir droit les 3 premières années de vie de bébé. mm. Ok? Ça va? Ça va? Ça répond à la question. Non, il y a aussi, j'avais mis, voilà, effectivement, merci, travailler ce qui nous active. Si je me sens activée, si je suis dans l'agressivité, alors ça peut être le manque de sommeil, hein, l'hypersensibilité, Mm. l'agressivité. Oui. Par contre, si je vois que ça me travaille plus que d'ordinaire, que ça fait écho à des choses en moi que je ne comprends pas, que ça me fait penser à moi quand j'étais petite, euh, faites-vous entourer de professionnels, Mm. de thérapeutes, de psychologues notamment pour la sphère psychologique, qui vous entendent, qui vous comprennent, dans lequel vous avez un sas pour pouvoir lâcher, vous libérer, évoquer ce qui vient vous activer, d'accord? euh, Prendre conscience et retraiter vos traumatismes, hein. Avant de les retraiter, on en prend conscience. Parfois, on ne sait même pas ce qui nous anime. OK? Et ça peut être une situation du présent. Quand je ne supporte pas que mon enfant se mette de la purée partout. Ça me fait penser à mon père qui exigeait de moi que je finisse mon assiette même jusqu'à minuit du soir. Mm. Tu vois? Voilà, part là, personnelle du truc. Voilà. Allez, je passe un peu. Alléger la logistique aussi, la logistique de la maison. Bon, ça, Mm. on a compris. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent et cette vulnérabilité, elle peut parfois, comment dire, basculer, je sais pas si c'est le bon mot, Mm. mais vers des pathologies Oui, avérées du postpartum. Est-ce que tu peux oui. nous en parler sans forcément... Alors, tout à fait. Je vais les dire dans les grandes lignes aussi, parce que je vois le temps qui passe et je veux pas que vous vous ennuyiez. Donc c'est pas voilà, le je cas. vais. Merci. Je vous laisse les diapos, comme ça vous pouvez les lire en même temps que je parle pour les Mm. symptômes et autres, d'accord? Et puis il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de qui les reprennent, donc je pense pas que vous ayez besoin de moi pour aller chercher. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre médecin, à votre sage-femme, à votre gynécologue, de toute façon. Mm. Les dépressions du postpartum, hein, on en parle beaucoup, beaucoup de plus en plus. Aussi parce qu'il y a 10 à 20% des femmes, t'imagines, ça fait quand même 1 à 2 femmes sur 10, c'est Mm. énorme. Elles peuvent être aussi une dépression postpartum maternelle, mais aussi paternelle. Paternelle, il y a 6 à 8% des pères qui traversent une dépression. Mm. Les pères n'ont pas, les hommes n'ont pas la même manière de le gérer. Ils vont être beaucoup plus dans ce qu'on appelle des acting en psychologie. Ça va être quoi? Ça va être des comportements de vouloir sortir, d'aller faire la fête, de boire de l'alcool, parfois de la tromperie, etc., etc. D'accord? Donc on a deux manières de gérer les choses entre les hommes et Mm. les femmes complètement différentes. Euh, on a aussi, tu peux passer, super génial, merci Emma, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels, hein, compulsifs, la peur, la saleté, la contamination, les phobies d'impulsion, les tocs de vérification, d'accord? Est-ce que tu Est-ce peux que la juste nous dire restriction... ce que c'est que la phobie d'impulsion pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, une phobie d'impulsion, c'est un parent qui avoir peur de jeter son enfant par la fenêtre. D'accord? C'est pas un passage à l'acte, c'est une pensée, mais la pensée fait tellement peur qu'en général, ce sont des troubles anxieux assez. Les gens viennent consulter parce que c'est tellement impossible à vivre, et puis on est Effrayant. tous Mm. tellement oui, effrayés de passer à l'acte. Il y a très très peu de passages à l'acte, mais c'est à prendre en soin, tu vois? Voilà, c'est à Mm. travailler. L'hypervigilance, l'hyperanxiété, les peurs irrationnelles et incontrôlables qui sont invasives. D'accord? À partir Mm. du moment où c'est invasif et où vous perdez le contrôle sur ces symptômes-là, consultez. Ok? Ne restez pas seul. Mm. Les addictions, bien évidemment, bon, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez. J'inclus aussi les écrans et le téléphone dedans. Ok? C'est vrai. Ouais. Euh, et il y a des sevrages qui sont possibles tout à fait en période périnatale. Ok? On peut passer là, super. Là, le baby clash, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, la conjugopathie. La conjugopathie, c'est un trouble de la relation, en fait, où il devient impossible de communiquer et d'échanger. On est arrivé au bout, on est bloqué, c'est Mm. comme si c'était sans issue. D'accord? Dans ces moments-là, c'est soit on décide d'une séparation, soit on décide de prendre soin de son couple et on va consulter aussi un thérapeute conjugal, tu vois, de couple. Mm.
Et là, c'est pareil, 1 ou 2 séances peuvent suffire. En fait, l'idée, c'est juste de trouver et de pouvoir reconnecter l'empathie entre les 2 partenaires. Empathie qui est parfois compliquée à trouver, surtout quand on est en manque de sommeil, qu'on est du coup plutôt auto-centré sur ses propres besoins primaires. Alors, vous imaginez, allez entendre, Bien sûr. on fait assez de place déjà aux besoins de notre enfant, qui ne peut pas survivre sans nous de toute façon. Alors, en plus, faire de la place à une deuxième personne qui va être le coparent, c'est pas toujours facile. Ok. Les pathologies psychotiques ou aiguës, hein, c'est la fameuse psychose puerpérale, mais c'est 1 à 2 femmes sur 1000, tu vois. On est vraiment là sur une hospitalisation qui se veut complète avec une prise en charge médicamenteuse et médicale très forte. Donc, j'en parle pas trop parce que ça arrive rarement, mais ça existe. Diapo d'après, si tu veux, Emma, c'est le burn-out parental, je crois. Ouais, voilà. Donc là, c'est pareil, vous avez un site burnoutparental.com qui est très bien fait. Vous avez un questionnaire en ligne pour pouvoir vous auto-évaluer, qui peut être une belle ressource. C'est le surmenage, hein, qui parfois se confond avec la dépression, mais là, on est plutôt sur la capacité, sur les compétences parentales. C'est un parent qui va douter de ses compétences parentales, avec un épuisement physique et émotionnel, tu vois, une perte de sens dans le rôle du parent, une distanciation affective avec l'enfant. On est vraiment ciblé, contrairement à la dépression, sur sa casquette de parent. Et les diapos d'après, les difficultés maternelles. Alors les difficultés maternelles, celles qui s'en occupent énormément, ou en tout cas qui ont beaucoup œuvré pour ça, et je les en remercie énormément, c'est l'association Maman Blues, que vous allez avoir l'occasion de voir dans le salon virtuel de la parentalité. Et ça, c'est top. Leur site internet est très bien fait. Elles ont un réseau de professionnels aussi à disposition. Et ça va du normal pour moi au pathologique, hein, les difficultés maternelles. C'est l'ensemble des manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques qui surgissent pendant une grossesse ou après la naissance et qui vont venir un peu entraver, pénaliser la relation mère-bébé, tu vois. On peut ressentir du désarroi, de la honte, de la culpabilité. Et puis il y a un spectre, hein, vraiment du normal au pathologique. Voilà. On est pas mal là, non? Il reste les reviviscences et les traumatismes. C'est ça. Euh, alors ça, vous le savez, c'est mon dada avec les états de stress post-traumatique dans lesquels j'accompagne les femmes. Ça va être des réseaux de mémoire fonctionnels ou dysfonctionnels qui vont ressurgir. Ça va être des mémoires traumatiques. Je vous donne juste des petits mots-clés parce que je suis sûre que ça pourra faire l'objet d'un autre Oh oui. notre intervention, mais c'est que vous ayez juste des termes. Mm. Juste pour vous donner la définition de l'état de stress post-traumatique, c'est avoir été confronté de près ou de loin à la mort ou à une menace de mort, soit en étant spectateur, soit en étant acteur de l'événement. D'accord. Le coparent peut avoir un traumatisme d'un accouchement traumatique, par exemple. Mm. Parce qu'il n'a pas été l'acteur principal, mais il était le spectateur et ça suffit. Mm. Alors, à la mort ou à des blessures graves ou à des violences sexuelles directement exposées, témoins directs, membres de la famille ou amis, tu vois. Voilà. Voilà. Le MDR est une merveilleuse thérapie pour retraiter les traumatismes et sachez qu'en 3 heures de retraitement du MDR, le traumatisme peut être travaillé. Mm. Euh, Donc il y a des solutions. il y a des solutions. Il y a aussi Mm. JCD, etc., etc. J'ai fait une petite partie sur la psychopathologie du nourrisson. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle ou pas. Dis-moi, Emma. Bah, je sais pas trop parce que justement, j'étais en train de regarder en même temps. Euh, Est-ce que de toute façon, elles sont là, on peut en parler. Je te dis juste les grandes lignes, si tu veux, Ouais, les grands titres, d'accord? bien sûr. Psychopathologie du nourrisson, là c'est pareil, ne restez pas seul. Si vous vous posez des questions, si votre intuition vous dit quelque chose, demandez au pédiatre, au médecin généraliste, ou tout médecin d'ailleurs, peu Mm. importe, et sage-femme, d'accord? Quand c'est encore un bébé et qu'il y a encore le suivi sage-femme. Oui. Sinon, après, pédiatre, urgence, etc., etc. Les endroits comme les CAMS aussi vont pouvoir vous donner des aperçus, hein. Centre d'aide médico-sociale de la petite enfance, je crois, quelque chose comme ça. Mm. Ça dépend, des institutions publiques, hein, donc c'est gratuit. Et les signes de souffrance, en fait, vont faire partie. Donc, il y a la sphère somatique, hein, les signes fonctionnels, les infections à répétition, les fièvres inexpliquées, les pathologies des voies respiratoires, les croissances, la courbe de croissance, d'accord. En deuxième point, il y a la sphère tonico-motrice.
donc l'organisation tonique de votre bébé qui va être soit hypotonique, soit hypertonique, d'accord? Mmh. Un bébé qui dort beaucoup est aussi inquiétant pour les médecins. Alors pour les parents en général, ça va vachement mieux, mais en tout cas pour les médecins, ça peut être un point important à explorer. Mmh. La motricité, les activités répétitives ou stéréotypies. D'accord. Sachez que les troubles autistiques, par exemple, vont pouvoir se diagnostiquer très tôt, dès la première année de vie de bébé maintenant. Et Mmh. ça se repère souvent avec des stéréotypies, des balancements rythmiques, tu vois, des stimulations répétées, ou alors des mouvements très tôt chez les bébés de va-et-vient. Voilà. Mmh. De vous faire rouler sur les côtés. Voilà. Et en général, on peut se faire confiance en tant que parent parce que ce sont des choses qu'on Exactement. observe. Mmh. Voilà. Il vaut mieux demander de l'aide et s'apercevoir, avoir un regard extérieur professionnel qui infirme finalement votre intuition ou qui va vous dire, bah, écoutez, moi je suis pas inquiet, peut-être qu'on peut refaire un point dans un mois si vous voulez, Mmh. etc. Plutôt que l'inverse et que ce soit trop tard. Oui, ne pas hésiter toujours à demander de l'aide. Exactement. Ne pas hésiter. Euh, et là, je vois pas ce qu'il y a. Je n'ai pas la diapo. Les processus de régulation, la dynamique du développement et la sphère relationnelle. Je vous laisse lire tranquillement pour qu'on puisse passer à la dernière partie. Ça marche. Si ça te va. Bien sûr, ouais. La dernière partie étant évidemment sur qui on peut compter, vers quelles institutions et professionnels on peut se tourner, parce qu'effectivement, le postpartum, c'est aussi beaucoup compter sur une tribu pro et perso autour de soi pour se faire aider. Et ça, tu l'expliques très bien. Ouais. Alors effectivement, là, je me suis basée sur le pro uniquement. Pour le perso, c'est ce que je vous disais, c'est à vous de Mm, voir ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous seul savez ce qui est bon pour vous et votre enfant. mm, Donc, je me mets en relation avec des personnes qui me font du bien. oui, Voilà. Ok. Pour le pro, donc les professionnels qui gravitent autour de vous, vous avez les institutions. J'ai fait en deux slides, deux diapos, institutions publiques et plutôt privées. D'accord? mm, Donc, dans ce premier slide, vous avez bien évidemment les hôpitaux, d'accord? Avec les services maternité, néonatologie, pédiatrie. Vous avez des consultations de jour, d'accord? Dans les hôpitaux de jour mère-bébé. mm, Alors, pour l'instant, c'est les unités kangourous, hein, elles sont aussi appelées comme ça. oui, Vous avez aussi parfois dans certains CHU, alors c'est surtout des CHU dans les grandes villes, des hospitalisations complètes. D'accord? Donc quand il y a besoin d'être hospitalisé, vous n'êtes pas forcément séparé de votre bébé. Donc là, on est plutôt dans le cadre de la psychopathologie hein, adulte. mm, Pas dans le spectre normal, en tout cas adapté, tu vois, avec un maintien à domicile qui est tout à fait possible et avec un soutien plutôt régulier. Ok. Mais c'est possible, et du coup, le coparent a aussi sa place le jour, etc., etc. Ce sont des unités qui sont pensées pour ça et mm, qui vont avoir un rôle de soin, de revalorisation, de traitement médicamenteux parfois pour pallier la pathologie, le temps de, et surtout de maintenir le lien mère-bébé. mm, Vous avez la possibilité, par exemple, de vous faire accompagner dans certains lieux psychologiquement, comme le CMP, donc centre médico-psychologique, qui dépendent des hôpitaux, hein, ce sont des structures publiques. Le d'accord. CMPP, centre médico-psychopédagogique pour les enfants de 0 à 20 ans, je crois, d'accord, dans lesquels bien évidemment les parents sont accueillis aussi. Et les CAMS. Les CAMS, c'est ce que je te disais, un centre d'action médico-social précoce. Voilà. Ok. Et là, c'est de 0 à 6 ans, où il y a des temps d'accueil, il y a le café des parents, il y a des activités qui peuvent être intéressantes Mm. et qui peuvent venir vous soutenir dans votre parentalité et soutenir votre lien à votre bébé. Ça veut dire que ce sont pas seulement des consultations, c'est aussi des temps comme ça plus informels, on va dire. Il faut vous renseigner sur ce qui existe près de chez vous parce que ça, c'est tellement enfin, c'est pas Il y a plein de subjectif, c'est choses. tellement territorial et c'est Ok. tellement propre finalement à chaque Mm, aussi directeur, tu vois, ou acteur mm, du professionnel qui y travaille que ok. je ne peux pas généraliser ça, Oui, il c'est y a sûr. plein de formats différents. Exactement. Ok. Mais il peut y avoir des temps, tu vois, des temps d'accueil où ça se veut thérapeutique et ça va être Mm, du groupe, par exemple. Tu vois? d'accord. Mm, Voilà. La PMI, bien évidemment, PMI de votre secteur, qui est là quand même pour ça, qui a été créé pour ça hein, il y a quelques années, protection mm, maternelle et infantile, avec à disposition des professionnels euh, comme bah, des sages-femmes, des médecins, pédiatres, psychologues parfois. Il peut y avoir des auxiliaires puères qui peuvent faire des visites à domicile quand vous mm, n'êtes pas sûr de comment bien vous donner le bain, etc., etc. Il vaut mieux être accompagné que de ne pas savoir en fait ou que de se sentir perdu de toute façon. D'accord? mm. Et ça, ce sont toutes des prises en charge qui sont gratuites, qui sont financées.
Oui, Et c'est très rappelons-le. souvent, voilà, ils sont financés par le gouvernement. Les LAEP aussi, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les lieux d'accueil enfants-parents. Renseignez-vous aussi, ce sont des lieux qui sont dédiés à l'accueil au moins une demi-journée par semaine en fonction du village où vous habitez ou de la ville. Selon les villes, il peut y en avoir plusieurs à différents moments de la semaine et donc dans différents quartiers. Et ce sont des espaces aménagés pour les bébés et les enfants, enfin, les nourrissons, les bébés et les enfants, Mm. avec des parcours de motricité, avec des tapis pour poser le bébé, avec des coussins d'allaitement, ou même juste avec une accueillante qui va offrir en général un thé, un café, un lieu où on peut discuter si on rencontre des difficultés et où il va y avoir plusieurs mamans, plusieurs bébés, plusieurs coparents. Il faut un adulte référent. Ça peut être Mm. même un grand-parent, une grand-mère, tu vois, ou un grand-père. Voilà, donc c'est pas seul, c'est pas de la thérapie, mais par contre c'est un lieu de soutien où on est entouré et où on Mm. partage. Voilà. Et on rappelle que ce sont des lieux où on n'est pas obligé d'aller mal pour en Tout à profiter, en fait. fait. Le soutien, c'est aussi quand Exactement. ça va bien. Mm. Exactement. Tu vois, euh, j'y ai fait appel personnellement aussi un mercredi matin parce que c'est ce qui se passe à côté de chez moi. Il y en a un le mercredi matin, il y en a un autre à un autre endroit le mardi matin, un autre. Bref, là, c'était le mercredi matin. J'avais envie de voir du monde. J'avais pas du tout envie de rester toute seule avec ma petite toune. J'y suis allée et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Mm. On m'a servi un thé. J'avais besoin de ça. Tu Mm. vois, rien que cette symbolique-là. Oui, cette attention. Et j'ai vu mon enfant jouer avec d'autres enfants. Elle était moins demandeuse de mes bras aussi. Et c'était aussi pouvoir être avec des adultes et être avec ma fille pour autant. Mm. Et ça fait du Complètement. bien. Et je le conseille à beaucoup de mes patientes et à beaucoup de parents, même des amis, tu vois. Mm. Et puis le réseau périnatal, alors là pour le coup pour moi c'est le réseau périnatal aquitain parce que j'exerce dans les Landes, mais il y a un réseau périnatal dans chaque région, hein, c'est départemental et régional si je ne me trompe pas. Et là le but ça va être de fédérer tous les professionnels de la périnatalité de la région et du coup d'avoir aussi accès à un annuaire comme ce que vous proposez un peu si je ne me trompe pas, hein, aussi, enfin, le village des naissances c'est aussi ça, c'est trouver finalement un réseau professionnel. Mm. Et le RPNA forme, euh, regroupe les professionnels. Mm. Bon, et c'est gouvernemental, c'est-à-dire qu'il va avoir des plans d'action. Là, tu vois, je D'accord. pense au réseau, par exemple, Bébés Vulnérables, le réseau Cocon, euh, qui est gouvernemental et qui va être une spécialité des professionnels dans la prise en charge des bébés vulnérables. D'accord. Voilà. Les autres acteurs, sur la diapo d'après, super, qui vont être les cliniques. Hein. Bon, une clinique est privée, donc forcément, mais qui ont les mêmes prestations que les hôpitaux avec des frais à votre charge. Mm. Les acteurs libéraux, bien évidemment, on Oui. en a beaucoup parlé, gynécologues, obstétriciens, pédiatres, sages-femmes, kinésithérapeutes aussi, psychiatres, psychologues spécialisés, ostéopathes spécialisés, les doulas aussi, elles sont importantes, elles ont un rôle à part entière Ouais. dans ces réseaux-là. Les massothérapeutes aussi, ça peut, bon bref, plein de métiers qui sont spécialisés. Le principal critère, c'est que vous vous sentiez en sécurité et en confiance. Mm. On ne conseille pas, d'accord? On accompagne pour que vous trouviez votre propre solution. Chaque histoire est différente, chaque bébé est différent, d'accord? Mm. Ça, vous allez vous en apercevoir. Moi, je vais pouvoir vous dire que euh, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça avec mon enfant, et finalement, ça ne marcherait absolument pas avec le vôtre. Et qu'est-ce qui marche avec le vôtre? Qu'est-ce qui fonctionne? Avec quoi vous êtes à l'aise? Avec quoi vous sentez euh, forte, C'est finalement, ça. Mm. ou fort. D'accord? Les associations, l'association Maman Blues, Mm. la Société Marseille francophone aussi qui organise un congrès annuel une fois par an à Avignon et qui est une société qui se bat aussi depuis très longtemps. Euh, Monsieur Marseille, en fait, ça a été le premier psychiatre à s'intéresser et à se battre pour que la périnatalité existe et pour qu'on soutienne les femmes dans cette étape-là, tu vois. L'association Petite Amélie aussi pour les parents qui ont vécu un deuil périnatal, je me Mm. permets de la citer ici parce qu'il y a des postpartum aussi en deuil. Oui. Le collectif Le Village des Naissances, bien évidemment, et le Kramzorg. Mm. Le Kramzorg, qui est un nouveau dispositif qui s'est monté par Anne-Charlotte Vérac et qui forme par le biais des pros du postpartum, en fait, qui forment des auxiliaires puères pour l'intervention à domicile dans les 6 mois du bébé sur des contrats par quinzaine de jours, en fait, si vous voulez, dont 50% est déductible des impôts.
et qui, c'est un service à la personne en fait, et qui va vous permettre d'avoir une ressource professionnelle à la maison, qui va vous avoir des missions comme la garde d'aînés, vous faire à manger, parfois vous permettre de les soins au bébé, hein, elles sont auxiliaires, donc elles sont formées à ça. Mmh. Du soutien, ça peut être partager une tasse de thé, ça peut être promener bébé pendant que vous faites une sieste, ça peut être vous permettre de prendre une douche, etc. etc. Et c'est précieux. C'est Et ça, tellement important. Mmh. ouais. Voilà, ça se lance, ça y est, enfin, c'est un mot inspiré des Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Mais, C'est ça. Mmh. hein. Les livres et les podcasts, le podcast La Matrescence, Story, le quatrième trimestre, Sage Meuf et Tout sur elle, hein, le podcast de Anna Roy À qui est la très Mmh. bien. Euh, euh, la maternelle, j'ai oublié le titre, tu sais, l'émission La maison des maternelles. La maison des maternelles aussi, un super ressource. Et puis les livres, le postpartum dure 3 ans, La vie rêvée du postpartum de Anna Roy, La dépression du postpartum, La face cachée de la maternité de la présidente Oui. Louise de l'association Maman Blues, Un postpartum en douceur, Nos postpartum, Ceci est notre postpartum, Le mois d'or, bref, il y en a d'autres. Voilà. Merci beaucoup Marion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de fragilité et de vulnérabilité, mais il y a surtout beaucoup de ressources à l'intérieur de soi et aussi autour de nous. Et c'est important d'avoir tout ce paysage que tu mets en avant. C'est ça, Emma. Tu as dit le mot de la fin, c'est la conclusion. Hein. C'est vraiment. C'est au cœur de nos. J'aime beaucoup cette phrase. C'est au cœur de nos vulnérabilités que nous rencontrons notre résilience. C'est-à-dire que le postpartum, autant oui, nous sommes tous vulnérables et oui, nous avons tous une résilience auquel nous allons faire appel et auquel nous savons faire appel. Et rencontrer votre résilience. Mm. Être vulnérable, c'est pas être faible, hein, c'est être humain. Et rencontrer votre résilience parce que vous allez voir, il va en sortir de très belles choses. Après un tsunami, eh ben, on reconstruit. Et on construit différemment et avec nos forces et nos fragilités. Et voilà, de manière alignée, centrée sur soi, avec un petit être qui grandit à nos côtés. Et ça peut être très chouette, dur, mais chouette, sinon on ne le ferait pas. Et on ne le ferait pas plus depuis des années. Or, quand même, on en redemande. C'est très très vrai. Merci beaucoup en tout cas Marion pour tout ce que tu nous as apporté. C'était passionnant. On aurait pu Merci à toi, t'écouter Emma. des heures. J'espère que ce Merci sera à pas toi. trop long. Merci Emma, merci à tous.